Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, l'archevêque de Malines-Bruxelles, le cardinal de Kessel, s'exprime sur l'une des questions qui fait débat en ce moment en Belgique, la légalisation de l'avortement. La création d'un bureau spécial au Chili en lien direct avec le Vatican pour recevoir les plaintes des victimes d'abus. Et puis un reportage lors d'une journée de fête œcuménique proposée dans les Hauts-de-Seine le week-end dernier. L'Aquarius, avec à son bord plusieurs centaines de migrants, s'apprête à accoster au port de Valence en Espagne. Une solution après le refus de l'Italie et de Malte de les accueillir, ce qui suscite de la tension entre la France et l'Italie et interroge l'Europe tout entière. On en débat dans notre dossier avec Gérard Leclerc de France Catholique. Bonsoir. Bonsoir. Et Frédéric Casatsu de Réforme. Bonsoir. Bonsoir. Avant de développer ces titres, un mot sur la Coupe du Monde de football, la plus importante compétition sportive au monde, la plus médiatisée aussi. S'est ouverte il y a quelques heures en Russie. Elle réunit 32 équipes pendant un mois. Et le Saint-Siège est attentif à l'événement. Si on connaît la passion du pape François pour le football, il y voit aussi un vrai lieu de rencontre pour le monde, comme il l'a exprimé dimanche, place Saint-Pierre. Desidero inviare il mio cordiale saluto ai giocatori e agli organizzatori, come pure a quanti seguiranno tramite i mezzi di comunicazione sociale questo evento che supera ogni frontiera. Possa questa importante manifestazione sportiva diventare occasione di incontro, di dialogo e di fraternità tra culture e religioni diverse, favorendo la solidarietà e la pace tra le nazioni. J'ajoute qu'au début du mois, le Saint-Siège a publié une réflexion pour promouvoir une vision chrétienne du sport. Le texte souligne notamment la création éventuelle d'aumôniers pour accompagner entraîneurs et athlètes. En Belgique, le cardinal de Kessel prend la parole dans le débat sur la dépénalisation de l'avortement. L'archevêque de Malines-Bruxelles s'est exprimé dans un entretien spécial diffusé hier soir sur notre antenne. Il faut savoir qu'en Belgique, l'acte d'avortement est toujours considéré comme un délit. Il faut plusieurs conditions pour ne pas être poursuivi par la justice, comme par exemple la reconnaissance par un médecin d'une situation de détresse pour la mère. Depuis plusieurs mois, les législateurs s'interrogent sur la possibilité de dépénaliser l'IVG. Une erreur pour le cardinal de Kessel, on l'écoute. Si l'avortement ne se trouve plus dans le code pénal, il devient un acte médical. Mais si c'est un acte médical, ça devient aussi un droit. Et donc, il sera très difficile de refuser, ce qui pose problème, parce que l'avortement, l'acte de l'avortement, ne deviendra jamais une intervention anodine. Et je comprends la détresse, le désarroi, la souffrance, l'angoisse. Mais dire que ce que ces femmes vivent à ce moment-là, ce n'est finalement, il n'y a aucun problème, ce n'est qu'un acte médical, ça va augmenter encore la solitude et le désarroi. Un entretien à revoir en intégralité sur notre site internet. Et puis en Argentine, les députés ont voté ce matin pour la légalisation de l'avortement. Le texte a été approuvé avec une très courte majorité, 129 voix contre 125. Lors de ces dernières semaines, les chrétiens se sont beaucoup engagés pour la défense de la vie, notamment en organisant des veillées de prières œcuméniques. Il y a quelques jours, les évêques du pays ont pris publiquement la parole en adressant un message vidéo. Una nación democrática, moderna y progresista debe tener la capacidad, el ingenio y la creatividad de buscar soluciones nuevas que resuelvan los problemas sin necesidad de matar o interrumpir vidas de seres humanos. Et pour être précis, le texte voté devra encore être approuvé par le Sénat avant de devenir une loi. Le Conseil des cardinaux a remis au pape François un nouveau projet de constitution apostolique pour plus de transparence financière. Le C9 s'est réuni en début de semaine pour leur 25e conseil. Ils sont chargés d'élaborer un texte pour réformer le fonctionnement de la curie. Dans le projet de la nouvelle constitution apostolique, on peut y lire une volonté de plus d'attention aux dépenses et de transparence financière. La future constitution, commandée il y a 5 ans, vise à remplacer Pasteur Bonus, un texte promulgué par Saint Jean-Paul II il y a 30 ans.
Monseigneur Tchiclouna, archevêque de Malte, et Monseigneur Berthomeu, officiel de la Congrégation pour la doctrine de la foi, à nouveau en visite au Chili. Ils sont arrivés mardi. Ils ont demandé une nouvelle fois pardon au nom du pape François aux victimes d'abus. Les deux hommes avaient déjà été mandatés en février pour faire la lumière sur les abus sexuels commis par des prêtres et leur gestion de l'église locale. Hier, dans les murs de l'Université catholique de Santiago, ils ont rencontré des prêtres et laïcs engagés auprès des victimes. Parmi eux, le père Asta Buruaga, et une annonce importante a été faite. Monseñor Tchiclouna nos ha señalado que se crea una oficina especial en Santiago con contacto directo a Roma para recibir denuncias. También va a generar un contacto con el Ministerio Público. Los abusos son delitos canónicos, pero también son delitos civiles. Y también nos ha indicado de llevar con celeridad, con prontitud, las investigaciones previas para que sea mandada rápidamente a Roma. Y eso va provocando una limpieza de esta cita, porque el Papa lo denuncia, dice que hay una cultura del abuso y una cultura del encubrimiento. Entonces él quiere romper eso. Et puis en France, en début de semaine, une journée de sensibilisation à la pédophilie et aux abus sexuels a réuni plus d'une centaine de supérieurs de communautés, une initiative de la Conférence des religieux et religieuses de France. La journée s'est ouverte avec le témoignage de 3 victimes. Elles ont partagé leur douloureuse histoire, leur rapport à l'Église et la nécessité d'être écoutées les yeux dans les yeux, relate un communiqué de la COREF. Sœur Margron, sa présidente, appelle avant tout à écouter les victimes. La COREF a choisi de prendre ce sujet à bras-le-corps pour que la vie religieuse en France ait, autant que faire se peut, une parole unanime, un engagement unanime et porte une responsabilité morale commune. L'attitude de l'Église doit être avant tout une attitude d'humilité. Et cette attitude doit se dire par le pardon qu'elle demande, et puis regarder la vérité en face, et puis par pitié nous convertir, c'est-à-dire changer nos mœurs. Ce qui me tient très à cœur, c'est que ces personnes puissent croire qu'elles peuvent nous parler. Que pour que la parole des victimes puisse sortir dans l'Église, ça suppose peut-être que nous soyons justement suffisamment humbles pour donner à croire que nous allons vraiment les entendre. L'église Saint-Sulpice était comble hier soir pour la dernière soirée de formation proposée par le diocèse de Paris avant les révisions de la loi bioéthique 2019. La semaine dernière, le Comité consultatif national d'éthique avait publié la synthèse de la consultation citoyenne. Et si désormais il est trop tard pour les Français de s'exprimer sur le site des États généraux, il n'est pas trop tard pour les catholiques de s'engager pour une société de fraternité, comme l'a rappelé l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit. Bien, je crois que les catholiques doivent s'emparer du sujet, non seulement en portant une parole dans leur famille, dans leur entourage, dans leur milieu professionnel, parce qu'ils doivent relayer ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont pris conscience des enjeux qui se posaient actuellement, et puis dans un deuxième temps, surtout, conformer leur façon de vivre avec cette parole, parce qu'il ne suffit pas effectivement d'avoir une parole juste, il faut aussi que nos actes soient en rapport, et à partir du moment où nous, chrétiens, nous serons capables d'accueillir les plus faibles, que dans nos familles, nous serons aussi capables d'accueillir les personnes fragiles et que dans nos églises, nous leur ferons la première place, eh bien, ça sera encore plus parlant que ne pourront l'être nos paroles. Les intempéries de ces dernières heures n'ont pas épargné sanctuaires et abbayes. En Dordogne, l'abbaye de Chancelade a été ravagée par les inondations. Les chanoines réguliers de Saint-Victor estiment les dégâts à 80 000 €. C'est pourquoi ils lancent un appel aux dons pour faire face aux futurs travaux. Le sanctuaire de Lourdes a également été inondé avec la crue du Gave, mais la situation s'est améliorée avec une décrue lente. La grotte a pu rouvrir ce soir, notamment grâce aux nombreuses dispositions qui avaient été prises au cours de la nuit de mardi à mercredi. Laurent Jarnaud du sanctuaire de Lourdes a réalisé un reportage sur place. On regarde. Au sanctuaire de Lourdes, avant le lever du jour de ce mercredi 13 juin 2018, le Gave de Pau a atteint le seuil symbolique d'une hauteur d'eau de 2,50 m. Pour faire face à l'inondation en cours de la grotte des apparitions, dès 3 heures cette nuit, les personnels de sécurité et les personnels techniques du sanctuaire se sont déployés sur le site. Objectif premier, prendre soin de la grotte tout en assurant la protection de la source. C'est la mise en place du système anti-crue, constitué de boudins remplis d'eau, superposés les uns sur les autres jusqu'à la hauteur voulue. L'accès du sanctuaire reste totalement ouvert aux pèlerins pour le moment.
à l'exception de celui de la grotte, des fontaines et des piscines. Un nouveau site internet pour connaître le droit de l'Église a été lancé hier. Le site droitcanonique.fr est une proposition de l'ICP, l'Institut catholique de Paris. Il est destiné à ceux qui veulent connaître le droit de l'Église dans sa version actuelle et plus particulièrement pour les canonistes et théologiens. Son lancement a été béni hier soir dans les murs de l'ICP. Il était important de pouvoir avoir une législation facilement accessible, à jour. Je crois et nous croyons qu'il est important que la justice soit vécue dans l'Église et le droit permet de formaliser cette justice. Le droit, c'est un instrument, un humble instrument qui nous permet bien d'avoir, si je puis dire, quelques balises et donc de rester fidèles afin chacun de répondre à notre mission qui est d'être disciple missionnaire. Plus d'1 millier de personnes se sont retrouvées à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, samedi dernier pour un rassemblement œcuménique. Baptisé Chrétien en fête, l'après-midi a été rythmé avec des témoignages, des temps de louanges et des concerts. Le Service national pour l'unité des chrétiens, le diocèse de Nanterre et la Fédération protestante de France ont participé à l'événement. Antoine Coty s'est rendu sur place. C'est avec grande joie que je déclare ouvert le Jour du Christ Colombes 2018. Environ 2000 personnes se sont réunies à Colombes pour le rassemblement œcuménique Jour du Christ. Le public a ainsi pu écouter une vingtaine de témoignages de chrétiens, dont quelques représentants de différentes confessions. L'occasion de célébrer ensemble le message de l'Évangile. Et c'est ensemble vraiment avec des pasteurs, des évêques, des responsables orthodoxes que nous voulons travailler ensemble et à la fois avec ce courant de la base qui a toujours envie de se retrouver malgré, comme disait d'ailleurs frère Aloïs, n'attendons pas que tous les problèmes soient réglés, que toutes les questions théologiques soient réglées pour nous retrouver ensemble sous un même toit ou dans un même stade comme aujourd'hui. Des temps de louanges et des concerts ont rythmé l'événement, comme ici avec Bishoy Awad et son chant copte. L'événement a permis aux différentes communautés d'apprendre à se connaître, à s'écouter et à s'apprécier dans un esprit de fête. Souvent, cette unité, nous la vivons dans la dimension caritative, notamment beaucoup de services en commun auprès des pauvres, auprès des situations de détresse. On se rencontre souvent sur ce terrain-là. C'est bien qu'on puisse se rencontrer aussi pour faire la fête et pour célébrer. C'est pourquoi j'aime cet événement Jour du Christ qui me paraît prophétique. La fête, c'est quand Dieu nous accueille et Dieu est heureux de nous accueillir. Et souvent, quand on pense aux chrétiens, c'est pas forcément le mot fête qui vient. Donc c'est vraiment important de dire la joie que Dieu a de nous accueillir dans ses bras. Une fête qui exprime le bonheur d'être ensemble, semblables et différents. Et on poursuit avec la chronique du Père Venard. Cette semaine, il revient sur le débat suscité avec l'Aquarius. Depuis plusieurs jours, l'odyssée quelque peu tragique de l'Aquarius, ce bateau qui transporte plus de 600 migrants clandestins, ce destin fait enfler la polémique, les invectives fusent, même de la part de certains évêques. Peut-être serait-il bon de prendre un peu de recul. D'abord, pour discerner. Évidemment, l'éthique, la morale, qui s'applique à nous, individus, n'est pas de même ordre que celle qui s'applique aux États. Bien entendu, si, à titre personnel, j'étais placé face à un migrant, une famille de migrants, j'essaierai, autant que je le peux, d'obéir à ce que le pape lui-même me demande, à ce que ma foi me commande, de leur apporter de l'herbe. J'étais nu, vous m'avez habillé, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Voilà les commandements du Christ. Mais cette éthique personnelle n'est pas du même ordre que l'éthique politique. Et j'ai du mal à comprendre qu'on mette tout sur le même plan et que l'on invective un gouvernement qui, dans son domaine, un domaine dans lequel il a une entière responsabilité, prend des décisions en vue, on peut le penser, on peut l'espérer, du bien commun. Alors la décision du ministre italien de ne pas accueillir ce bateau dans les ports italiens a choqué, je peux le comprendre, mais dans le même temps, je pense que c'est aussi de sa part un signal d'alarme. Signal d'alarme vis-à-vis
des autres pays européens qui sont parfois bien hypocrites sur la question, signal d'alarme vis-à-vis de sa propre population, signal d'alarme enfin vis-à-vis de ceux qui sont les plus responsables dans tout cela, les horribles profiteurs de guerre qui cherchent, en faisant passer ces migrants, à s'enrichir. Ceux-là sont les vrais responsables. Merci Père, tout de suite la revue de presse. Et on commence avec France Catholique et votre éditorial Gérard Leclerc sur la question de l'avortement cette semaine. Ce qui a précédé a montré qu'il s'agissait d'un sujet d'actualité, non seulement en Irlande, mais en Amérique latine, etc. Donc il y a un débat qui est ouvert, notamment depuis un certain éditorial de La Croix, et j'ai mis mon grain de sel dans ce débat. Alors, il faudra lire, merci Gérard Leclerc, un dossier sur le football dans Réforme. Dans votre dossier, Frédéric Casatsu, vous vous êtes intéressé à ce sport et sa place considérable dans le monde. Oui, et surtout de quelle façon ce que l'on appelle un peu trivialement le foot business a pris cette ampleur. Aujourd'hui, que l'on aime ou pas le football, qu'on ait envie de le regarder ou pas, on est dominé par les représentations du football. Donc, un certain nombre d'experts expliquent comment, depuis, en gros, une petite quarantaine d'années, le système s'est développé jusqu'à devenir tout à fait tentaculaire aujourd'hui. Voilà, un dossier passionnant à retrouver dans Réforme. On parle football aussi dans Pèlerin, suivi par des centaines de millions de personnes. La Coupe du monde de football rapproche les peuples, mais exalte aussi les nationalismes. Le foot fait-il gagner la paix, s'interroge dans son dossier l'hebdomadaire. Le constat est unanime, de l'école jusqu'au monde de l'entreprise, les Français ne savent plus écrire. Une prise de conscience à l'origine d'un foisonnement d'initiatives et de livres pour retrouver à tous les âges la saveur de la langue française, et Famille Chrétienne en fait l'écho cette semaine. Voilà pour votre revue de presse. Tout de suite, le dossier. C'est bientôt l'arrivée sur les côtes espagnoles des 629 migrants, jusque-là ballottés en Méditerranée. Le week-end dernier, ils ont été secourus au large des côtes libyennes par l'Aquarius, un navire de l'ONG SOS Méditerranée. Mais ni l'Italie ni Malte ont voulu les accueillir, ce qui a débouché sur une crise européenne sans précédent. Pour faire front et répondre aux phénomènes migratoires actuels, il faut l'aide de toute la communauté internationale, a déclaré cet après-midi le pape François. Gérard Leclerc, je rappelle que vous êtes éditorialiste à France Catholique. Alors ces propos du pape qui en appellent à la communauté internationale, vous les rejoignez ? Ouais, tout à fait, oui. Le problème des migrations ne pourra pas être traité par un seul pays, voire même à l'échelle de l'Europe, puisque c'est un problème intercontinental. L'Afrique est complètement impliquée là-dedans. L'Europe ne peut pas traiter ce problème indépendamment de l'Afrique, parce que c'est tout le devenir du continent africain qui est en cause dans cette affaire. Est-ce que l'Afrique va arriver à un développement original ? Évidemment, en tenant compte des contextes régionaux qui sont très différents. Mais le problème des migrations, c'est quand même un problème politique. Et là, je rejoins tout à fait les propos du père Vénard, parce qu'il faut faire quand même une distinction, même s'il y a des rapports évidemment évidents, entre l'humanitaire et le politique. Distinction entre l'humanitaire et le politique, vous rejoignez cette vision, Frédéric Casatsu ? Plus ou moins. Oui, dans la mesure où, comme disait l'autre, il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, certes. Cependant, on ne peut pas d'un côté s'en tenir à cela et laisser le pouvoir politique agir comme s'il n'avait pas lui-même une responsabilité morale. L'histoire ne nous donne pas tous les jours des leçons. Mais ça n'interdit pas de regarder derrière nous. Et pendant un grand nombre d'années, nous avons condamné la neutralité, par exemple, des gouvernements européens face à un certain nombre de drames. Et maintenant qu'un certain nombre de drames nous viennent sous les yeux, nous disons « Ah, là, c'est différent ». Brièvement, parce que je sais que je suis facilement bavard, donc je vais aller vite, rappelons quand même à tout le monde que les principaux mouvements migratoires en Afrique concernent les pays d'Afrique. Ce n'est pas moi qui le dis, notamment François Héran, qui est professeur au Collège de France. Il faut le rappeler, les mouvements migratoires concernent d'abord
l'Afrique elle-même. Secondement, les mouvements migratoires intérieurement, de l'Afrique à l'Afrique. Second élément, les gens ne viennent pas par plaisir. Et le ministre de l'Intérieur a commis une faute en employant le terme de benchmarking. On pourrait dire pourquoi, essayer de comprendre pourquoi, mais en tout cas c'est une faute parce que, évidemment, les gens viennent dans une situation de désarroi absolu. Et bien sûr, c'est pourvoyeur, c'est là où je ne suis plus tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Bien sûr que les passeurs sont les coupables d'une situation de détresse, mais ils ne sont pas coupables du mouvement migratoire. En tout cas, c'est mon point de vue. Je pense que les gens sont en détresse et que face à cela, et je vous promets que j'aurai terminé après, face à cela, l'Union européenne, depuis bien longtemps, aurait dû se mettre d'accord. Et c'est une chose atroce que de constater que c'est un gouvernement à vocation xénophobe en Italie qui prend des dispositions radicales, drastiques et épouvantables, mais qui font faire bouger, du coup, les gouvernements européens. En arriver là, quel malheur. Est-ce que c'est, au fond, un peu vous le recevez comme un appel, une alarme de l'Italie, ce qui s'est passé? C'est certain. Bon, il y a une situation objective qui fait que l'Italie, du fait de sa situation géographique, comme la Grèce d'ailleurs, reçoit le plus grand nombre. Et alors, on a essayé au niveau de l'Europe d'organiser des quotas, mais visiblement ça ne marche pas. Et là, c'est là où on se trouve devant un problème quasiment insurmontable, avec une Europe centrale qui a fait schisme de ce point de vue-là par rapport à l'Europe. Alors, est-ce que la crise actuelle va permettre, une prise de conscience et des décisions communes? C'est possible, mais à mon sens, on n'y est pas encore. Oh non. Ouais. Rendez-vous compte, nous sommes 65 millions d'habitants. Et le prédécesseur d'Emmanuel Macron, qui donne pas mal de leçons en ce moment, s'est engagé à ce que la France accueille 30 000 migrants. 30 000. C'est-à-dire le palais omnisport de Bercy, je dis ça pour nos téléspectateurs. Et nous n'en sommes même pas là. Nous n'en sommes même pas là. Nous ne pouvons donc même pas accueillir l'équivalent du palais omnisport de Bercy. Je ne suis pas spécialement laxiste, la question n'est pas là. Mais elle touche aussi à la question de l'identité de la France, au sens de ce que disait Fernand Braudel. C'est-à-dire que nous pourrions plus facilement accueillir si nous savions où nous en sommes dans le monde, ce que nous sommes. Ça fait bouger toutes les lignes. Et évidemment, comme on a affaire à un certain nombre de chefs d'État ou de gouvernement en Europe, je ne parle pas d'une autre, qui est un homme qui a une certaine intelligence, tout le monde l'a constaté, mais nous avons affaire à des démagogues de tout genre, eh bien évidemment, ils ne veulent pas réfléchir plus loin que le bout de leur nez, ils vont au plus pressé, et c'est la porte ouverte à toutes les démagogies, on le voit en Europe de l'Est. Alors, il y a eu une tribune assez intéressante dans Le Monde. Vous avez eu ces intellectuels qui, devant la crise des migrants, ont demandé aux religieux d'ouvrir leur lieu de culte aux exilés. Alors, comment vous réagissez, Gérard Leclerc ? J'ai fait un papier là-dessus ce matin. C'est bien pour cela que je vous interroge. Parce que j'étais quand même un peu interloqué. J'aime bien d'ailleurs Edgar Morin, qui est la vedette de cette pétition. Mais je me suis interrogé en disant, c'est incroyable cette affaire. On veut revenir au Moyen-Âge, au droit d'asile, etc. Dans le cadre d'une république laïque, c'est ahurissant. Mais c'est quand même aussi le signe qu'il y a un énorme problème et que c'est une sorte d'appel de détresse et des non-catholiques, des non-protestants, des non-orthodoxes qui réclament en fait aux églises de s'ouvrir, etc. parce qu'ils sont en fait ils se trouvent dans une impasse. Et donc, on va chercher ce vieux droit d'asile. C'est quand même étonnant. Oui, c'est-à-dire que ça pourrait passer pour la réponse du berger à la bergère. « Ah, vous voulez accueillir ? Eh bien, vous n'avez qu'à le faire. » Moi, je serais tenté de dire, mais de toute façon, les églises le font déjà, et depuis de nombreuses années. Je crois que nos dirigeants politiques gagneraient à reprendre l'ancienne de cet animateur de radio et de télé qui est disparu récemment, Pierre Bellemare, qui dans les années 50 animait une émission qui s'appelait « Vous êtes formidables ». Voilà ce qu'il faudrait dire aux Français, parce qu'ils sont meilleurs qu'ils ne le croient et qu'on leur dit. Et il y a des trésors de générosité chez les gens qui croient, chez ceux qui ne croient pas, pour reprendre les mots d'Aragon, et je crois qu'il faudrait bâtir là-dessus davantage que sur des fantasmes tragiques. Une note positive de Frédéric Casatsu. Pour conclure, Gérard Leclerc, qu'est-ce que vous souhaiteriez partager ? Il y a plusieurs problèmes. Il y a celui immédiat
qui nous est posée par ces détresses, des gens qui nous tendent la main. Et il y a des problèmes qui sont à plus longue échéance. Je pense au quartier perdu de la République. C'est ça, en fait, aussi. Il faut bien voir. Si les opinions occidentales sont massivement hostiles au jour de l'immigration, c'est qu'ils savent qu'il y a des quartiers perdus de la République hors du droit. Donc il y a un énorme problème d'intégration qui se pose. Et tant que ce problème-là, tant que nous n'aurons pas résolu la situation des gens qui sont là en place depuis des années, voire des dizaines d'années, il sera beaucoup plus difficile d'accueillir de nouveaux venus. Mais ça supposera de sortir de cette idée reçue selon laquelle la crise des banlieues est seulement une crise d'emploi. Car dans les banlieues, il y a des tas de gens qui travaillent, y compris l'idéologie libérale convient très bien à certains quartiers difficiles. Donc ça impose à la collectivité de réfléchir à ce qu'elle est et quelles sont, non pas les valeurs, on entend toujours dire ça, évidemment des valeurs, oui, mais sur quoi les fonder ? Merci infiniment Frédéric Casatsu d'avoir partagé votre réflexion. Merci à vous Gérard Leclerc également. Et puis j'en profite parce qu'aujourd'hui c'est un jour particulier, c'est votre anniversaire. Alors je vous souhaite un excellent anniversaire en vous offrant ce DVD La cuisine des monastères que vous aussi vous pouvez vous procurer en écrivant à KTO. Voilà Gérard Leclerc, excellent anniversaire et merci pour tout. Très touché. Bon anniversaire. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez avec le hashtag à la source. À la semaine prochaine. Très bonne soirée sur KTO.